La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Bonjour, Yaorana, c'est toujours Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventiste en Polynésie française et professionnelle de santé. J'avais vraiment hâte de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission avec notre invité de la dernière fois, un épidémiologiste que vous avez appris à connaître. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, bienvenue encore à votre émission de santé Yaorana. Et je retrouve donc Éric Gauduchot, notre ami épidémiologiste. Yaorana, Éric. Bonjour Mata. Alors, pour continuer toujours sur nos échanges, la dernière fois, nous avions vu ce que l'épidémiologie a apporté, la rigueur, tout ce protocole, ce processus, cette fiabilité, la réalité aussi, c'est-à-dire que 95-99% des papiers, comme on dit, n'étaient pas tellement valables, valides, mais qu'il en restait quand même suffisamment et que quand on n'avait pas de données, on pouvait toujours faire, même avec une méthode, un consensus et aider le soignant dans sa pratique de la médecine. Et j'avais une question pour toi spécialement aujourd'hui, épidémiologiste. Qu'est-ce que la santé? Comment tu la définirais, toi? Alors, pour cette question-là, j'ai été rechercher dans mes petites diapositives une définition et je me suis aperçu qu'elle datait de 1946. 1946, ouais, je n'étais pas née, Voilà. même mes parents, je crois. Définition de l'OMS. Alors, pour être certain de ne pas me tromper, je vais vous la lire. Un état de bien-être, à la fois physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Ça en dit long sur la définition de la santé. Ça veut dire que être la maladie, les médecins, les soignants, ne sont pas uniquement les spécialistes de la santé. Le bien-être psychologique, le bien-être social, c'est les religions, c'est les politiques. Donc beaucoup de choses influencent. Et on a bien dit que ce n'est pas que être malade. Être en bonne forme, être bien, c'est aussi de la santé. Pour l'épidémiologie, c'est tout aussi important. C'est assez difficile de comprendre qu'il y a un côté positif de la santé. En épidémiologie, on vous dit facteur de risque, population à risque. Facteur protecteur et population, eh bien on n'a pas de mots pour dire. Ça montre qu'on le côté positif, en fait. Voilà, le côté positif n'est pas valorisé. Mais c'est parce que c'était le plus efficace, c'était de commencer par s'attaquer aux aspects négatifs. Aujourd'hui, si on veut continuer à être efficace, il va falloir être plus positif. Donc on voit que la santé, c'est multidimensionnel et que aussi, c'est lié à l'individu. Hein, je me sens... sa santé mentale, sociale, spirituelle, c'est l'individu qui la définit. Donc quand on veut évaluer la santé de quelqu'un, son avis est très important. Bien évidemment, quelqu'un qui est obèse, qui fume, qui boit, qui fait aucune activité physique et qui vous dit qu'il est en bonne santé, bon, le médecin va lui dire quand même, mais son avis est important. Très souvent, on a oublié de prendre son avis. Vous avez des personnes âgées, vous leur annoncez qu'ils avaient un cancer, ça ne les intéresse pas. Elles savent que leur durée de vie, ils vont vivre que quelques années, ils n'ont pas envie qu'on s'occupe de leur cancer, ce n'est pas un problème. Évidemment, le cancer chez un enfant, tout le monde comprend qu'on va mettre les moyens, c'est important. Donc on voit bien que selon l'âge, selon les personnes, voilà, vous avez des gens qui fument, qui assument complètement tous les risques. Donc la santé, beaucoup d'acteurs peuvent intervenir, mais aussi, et avant tout, c'est la personne elle-même qui définit son état de santé. Alors, tu nous as parlé de ce qui détermine un petit peu cette santé, de ce qui va agir sur cette santé de façon positive ou négative. Donc, il y a un mot plus facilement pour ce qui est négatif. Donc, tout ce qui est maladie. Et donc, ce sont des facteurs de risque.
Et par contre, il y a aussi des facteurs positifs qu'on va dire des facteurs protecteurs. Exactement. Et du coup, comment on les connaît, ces facteurs-là ? Alors, comment on les identifie ? Comment est-ce qu'on sait que, par exemple, s'asseoir plus de 7 jours dans une journée, c'est très mauvais, c'est très dangereux. Alors, l'épidémiologie se posera 3 questions. Première question, il ne faut pas oublier, maintenant en tant que soignante, quand tu vois quelqu'un, tu sais qu'elle est malade. Sauf qu'on se pose aussi la même question des populations. Comment on dit qu'une population... Et une population, c'est plein de monde. Donc on va faire des enquêtes pour mesurer l'état de santé. Alors on a du vocabulaire technique, on va dire prévalence, ça veut dire le nombre de gens qui sont malades, incidence, le nombre de gens qui viennent juste de tomber malades. Et en Polynésie, par exemple, on a beaucoup d'obèses. D'accord ? On va avoir aussi des maladies comme les cancers, comme toutes les maladies, mais aussi, comme j'ai dit, les facteurs déterminants. On va les mesurer. Pour nous, les épidémiologistes, on s'occupe souvent plus des facteurs déterminants. La cigarette, l'alcool, l'exposition au soleil, la vitesse sur la route, etc., qui vont provoquer ou aggraver les maladies, ou des facteurs protecteurs, l'activité physique quotidienne. Voilà. La deuxième question qu'on va se poser, c'est mais qu'est-ce qui détermine, comment on a identifié ces facteurs qu'on recherche ? Comment on fait ? Donc là, on fait des études qui s'appellent des cohortes, où on va essayer d'identifier qu'est-ce qui influence. Voilà, c'est des gros travaux, ça demande beaucoup d'argent, et les statistiques utilisées sont parfois très... On rigole pas, quoi. Voilà, on rigole pas. Et là, l'informatique est indispensable. Oui, ok. Puis ensuite, on se pose une troisième question. Quand on connaît l'état de santé comme un médecin, il vous fait un diagnostic, il vous ausculte. On fait la même chose pour les populations. Le médecin, il a des connaissances. Ils disent, cette maladie, elle est liée à ça. Vous avez mal au genou, il faut perdre du poids. Il faut faire de l'activité physique. S'il dit ça, c'est que la connaissance scientifique, les épidémiologistes, les chercheurs en santé, lui ont prouvé que c'était efficace. Puis en troisième point, il va dire, je vais vous donner un médicament. Mais comment on sait que ce médicament, il est efficace ? C'est la troisième partie de l'épidémiologie, qu'on appelle l'épidémiologie d'évaluation, où on va évaluer les actions de santé. Ça va du médicament à la qualité des soins, à la politique de santé publique. Est-ce que ça marche ? Voilà les 3 questions. Et là, on utilisera, comme je l'ai présenté dans la première émission, toute une méthodologie très rigoureuse. Et selon les circonstances, on sera amené, pour des contraintes financières, éthiques, à utiliser des méthodes plus ou moins robustes, plus ou moins. Et nous, les épidémiologistes, on devra aider à l'interprétation de ces résultats. Quand on a une étude parfaite, souvent qui coûte très très cher, évidemment, c'est plus facile à interpréter. Quand l'étude est un petit peu moins parfaite, on apprend à interpréter avec un petit peu plus de prudence. Tout ça, c'est le travail de l'épidémiologiste. Très bien. Alors, donc, on est malade, on se fait soigner, soit en individu, soit en groupe d'individus. On va appeler ça une population. Mais comment est-ce qu'on sait que un médicament, tu parlais d'évaluation, il est fiable, parce qu'on sait bien qu'il y a eu des scandales du médicament, des traitements dont on avait découvert une génération après que c'était vraiment dangereux pour les enfants, etc. Du coup, voilà, comment on sait ce médicament ? Alors, avant de parler du médicament, on va se poser une question toute simple. Mais comment on fait pour guérir ? Évidemment. Alors, tout le monde croit, oui, on prend un médicament. En réalité... Avant la médecine moderne, les hommes ont vécu et ils guérissaient aussi. Voilà, il y avait des médecines traditionnelles qui avaient des médicaments. Mais si la médecine moderne a réussi, c'est qu'elle avait des médicaments plus efficaces quand même. En réalité, vous avez 3 possibilités de guérir qui vont agir en même temps. Bien sûr, le médicament, s'il est efficace, il y a une chose que tout le monde oublie, c'est que la maladie, elle arrive, et puis d'elle-même, elle disparaît. Je rappelle que toutes les maladies à base de virus, on n'a pas de traitement pour les virus. Ce que le médecin fait, c'est qu'il essaye de réduire l'impact de la maladie en contrôlant la température. C'est les effets secondaires que l'on gère et le confort. Et puis, il y a un troisième élément, et ça tout le monde le sait, tout le monde le ressent. Si je suis bien dans ma tête, si je prends ma maladie de manière positive, je vais guérir plus vite. Ce que j'appelle, stimuler l'auto-guérison.
ce que nous, les épidémiologistes, on appelle de manière plus générale, ce qu'on appelle l'effet contextuel. Donc, quand je vais vouloir savoir si un médicament est efficace, il va falloir que je m'assure que ce n'est pas la maladie qui guérit toute seule. Faire attention que le résultat n'est pas tout simplement lié à l'évolution naturelle de la maladie. Ou que l'effet contextuel, que dans le cadre d'une étude de médicaments, on nommera effet placebo, explique la différence. Donc, on va utiliser une méthode qu'on appelle les essais randomisés en double aveugle, qui vont garantir que les deux groupes sont identiques, et donc que la maladie va évoluer de la même manière dans les deux groupes. Donc, si je vois une différence entre le groupe qui a le médicament et celui qui a le placebo, ça sera le médicament, pas lié à l'évolution naturelle de la maladie. Et puis, on va rendre aveugle. Alors, on ne va pas mettre un bandeau sur les yeux. On va simplement faire un médicament, un vrai, et un autre médicament qui ne contient pas le médicament, qui est un faux, qu'on appelle le placebo, qui ressemble. Et donc, quand on prend l'un ou l'autre, on ne sait pas si on a le vrai médicament. Donc, le patient ne sait pas. On dit qu'il est aveugle. Même chose, le médecin ne lui dit pas lequel est le bon. Donc, parce que l'effet contextuel, qui marche très bien, fonctionne à travers la relation patient-malade. Si le patient croit dans le nouveau médicament, que le médecin croit dans le nouveau médicament, même si le nouveau médicament n'est pas efficace, vous êtes sûr que les résultats vont être meilleurs. Donc, en rendant aveugle le patient et le médecin qui va évaluer, eh bien, ils peuvent involontairement tricher. Les résultats qu'on observera entre les deux groupes ne seront uniquement liés à ce que nous allons appeler l'effet propre du médicament ou l'effet spécifique du médicament. Alors, je vais bien préciser ce que c'est. C'est pas la boîte. C'est pas la gélule, c'est la molécule qui est dans la gélule. C'est son efficacité. Et vous avez vu, elle sera efficace indépendamment du soignant, indépendamment du patient, indépendamment du lieu où on le fait, du temps. C'est donc un effet propre, mais c'est théorique. C'est la molécule, c'est l'effet de la molécule. Quel que soit là. Et c'est un effet moyen. Dans un premier temps, on fait une moyenne. Après, on va continuer les recherches pour travailler dans des sous-groupes. Donc l'effet propre d'un médicament, ça veut simplement nous dire que la molécule qui est dans le médicament, indépendamment de tout le reste, elle est efficace. Mais ce n'est pas que elle qui nous guérit. Je rappelle, l'évolution naturelle de la plupart des maladies, c'est de guérir. Et puis qu'il existe un autre processus qui est l'effet contextuel. D'accord, donc alors juste un petit rappel pour ceux qui nous suivent, c'est un peu le gold standard, c'est-à-dire la bonne façon de faire pour évaluer un médicament par exemple. Oui. C'est l'essai randomisé en double aveugle, donc on fait aléatoirement 2 groupes. La personne qui prend, elle a des médicaments toujours le même, mais dans l'un c'est un vrai, dans l'autre c'est un faux. Dans l'autre groupe. Voilà, et le soignant, il a une enveloppe, il doit donner, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il y a des gens derrière qui contrôlent, je suppose, qui disent, lui, en tir au sort, il aura le vrai médicament, lui, le placebo. Et après, on voit, et donc vraiment, s'il y a une différence. D'ailleurs, comment on juge que c'est efficace, si on arrive à bien le faire? On va choisir un critère en fonction de la maladie. Par exemple, un vaccin, la première des choses qu'on va demander à un vaccin, c'est d'éviter les morts, évidemment. La deuxième chose, c'est d'éviter d'encombrer le système de soins, donc d'occuper les services des urgences ou la durée d'hospitalisation ou le recours aux soins d'urgence. Ensuite, la première des choses, c'est de rentrer. Pourquoi ? Parce que quand le système de soins est surchargé, eh bien, les gens sont moins bien pris en charge. D'accord. Les gens de l'épidémie, mais tous les autres patients. Ah oui, tout le système, quoi. Et il arrive très souvent, contrairement à ce qu'on pense, qu'une épidémie va tuer plus de monde, non pas à cause de l'épidémie, mais parce qu'elle aura perturbé le système de soins. On appelle ça les morts indirectes. Et parfois, les morts indirectes peuvent être plus importants que les morts directement liées à l'épidémie. D'accord. Donc, pour les vaccins, par exemple, voilà, c'est qu'on forme plus d'anticorps, qu'on soit moins, qu'on attrape moins de maladies, qu'on soit protégé. Alors, les vaccins, on va utiliser des critères. Par exemple, on ne va pas, par exemple, faire quelque chose que les gens croient. Le vaccin va arrêter l'épidémie. Non, parce qu'on sait que les vaccins ne sont pas forcément très efficaces pour arrêter une épidémie. La première des choses qu'on va demander à un vaccin, c'est qu'il arrête les morts, qu'il diminue les morts. On a bien vu, dans le Covid, on a vacciné tout le monde. Les vagues épidémiques n'ont jamais été aussi élevées. Sauf qu'il n'y avait plus personne qui mourait. On avait toujours un peu le même nombre, mais en proportion,
C'était Voilà, relativement faible. on a même réduit énormément le nombre de morts, Oui. au point où ça devenait quelque chose ça n'encombrait pas les hôpitaux. Alors qu'à la télévision, on nous annonçait un nombre de gens contaminés qui était de plus en plus important, avec des chiffres qui étaient extraordinaires. Ok. Et juste l'efficacité d'un traitement, par exemple, pourquoi est-ce que on nous parle toujours, c'est le langage qu'on utilise, une balance bénéfice-risque? Alors, il y a deux choses. Là, on parlait d'évaluer l'efficacité d'un traitement. Oui. Maintenant, on ne décide pas qu'un traitement est bon parce qu'il est efficace. On va décider qu'il est bon et on va décider de l'utiliser s'il a une balance bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'il apporte des avantages, mais qu'il n'apporte pas trop d'inconvénients. Et ça va dépendre en fait de la maladie. Maladie qui tue et un médicament qui vous évite de mourir, il peut avoir des effets secondaires. Hein. La balance vous perdez des cheveux, etc. Oui, mais dans la balance, ça va quand même être plus lourd du côté sauver la vie, quoi. Voilà. Ok. Et bien sûr, si on prend un médicament, qu'on a affaire à des malades, en plus d'une maladie grave, il est facile d'avoir une balance bénéfice-risque positive. Parce que les malades, ils sont malades et ils peuvent mourir. Donc il peut y avoir plein d'effets secondaires. Très souvent, ça va suffire. Et ça nous permettra de faire des études avec des effectifs pas trop importants. Lorsque vous évaluez un vaccin, il en est tout autrement. Un vaccin, on va le donner prioritairement, pour dire très, très, très majoritairement, à des gens qui ne sont pas malades. Ah, Plus oui. que ça, à des gens Donc qui on ne va seront... pas tolérer la même chose, le bénéfice, qu'ils ne ça va sont être plus pas difficile. malades. Donc, Oui, mais pire quel que ça, bénéfice, quoi. Hein. c'est qu'ils peuvent ne jamais être malades. En plus. Donc, et on peut, parce que la vie fera qu'ils ne seront jamais malades, mais on peut même des fois vacciner des gens qui, on sait, ne seront pas malades. Oui. Hein, une maladie qui touche les vieux, si vous vaccinez des jeunes, ils ne seront pas malades. Ils peuvent Oui. pas. Voilà. Donc, il va falloir faire attention à la balance bénéfice-risque. Ce qui fait qu'une étude pour un médicament, c'est quelques centaines, quelques milliers d'individus dans chaque groupe. Une étude pour un vaccin, c'est minimum 25 000 personnes dans chaque groupe. Donc, vous voyez le prix d'une étude pour valider un vaccin. C'est très, très cher. Pourquoi ? Pas pour voir si c'est efficace. Ça, avec quelques centaines d'individus dans chaque groupe, on va mesurer l'efficacité. Bon, si on veut plus de détails, par exemple pour le Covid, la Commission européenne a demandé aux entreprises pharmacologiques des compléments d'études parce que avoir plus d'informations sur les personnes âgées. C'est bien d'avoir un résultat pour population générale, mais comme c'est les personnes âgées qui étaient les plus... On leur a demandé de compléter. Mais les effets secondaires, quand vous vaccinez des personnes qui ne sont pas à risque, des enfants, des personnes de 40 ans qui n'ont pas de facteur de risque, la balance bénéfice-risque pour cet individu, il n'a pas de risque. Donc il n'a pas de bénéfice. Il a peu de chances de tomber malade, et s'il tombe malade, ce ne sera pas grave. Donc on va vérifier si ça n'a pas des effets secondaires graves, pas les effets secondaires qu'on a juste après le vaccin, des effets secondaires. Et pour cela, il nous faut beaucoup, beaucoup d'individus. Donc en conclusion, s'il y a bien des traitements qui sont très bien étudiés, ce sont les vaccins. Je parle du vaccin, je ne parle pas de la politique de vaccination qui n'a rien à voir. Qui est autre chose. Exactement. Ok, merci beaucoup Eric. Donc, si je reprends aujourd'hui, nous avons pu un petit peu découvrir ce qu'était la santé multidimensionnelle, et c'est l'individu lui-même qui participe aussi à faire le diagnostic de santé, parce que c'est lui qui juge de son état de bien-être, et que les soignants sont partie prenante très présents, mais pas que. Exact. Et aussi à travers un médicament, un vaccin efficace, non efficace, au-delà, est-ce que ça marche ou pas ? Des fois, oui, c'est vraiment le médicament, c'est vraiment cette prise en charge. Des fois, non, on a cru que c'était ça, mais en fait, c'est la maladie qui est partie. Ou troisièmement, c'est ce fameux effet contextuel. Et je voudrais juste terminer un petit peu là-dessus, insister. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des études. Pour les antidouleurs, ils savent que la couleur du comprimé va jouer parce que le médicament va être attiré, va être en confiance et ça va mieux guérir. Pour un médecin, on sait que des patients vont dire « ce toté, il me guérit bien, il me soigne bien » parce que c'est dans la prise en charge. Et ça, on ne le sait pas assez. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très important. Donc, Tout à l'heure, j'ai dit, c'est la molécule, oui, pas l'emballage. oui, L'emballage, on joue. Et une des choses qui va impacter beaucoup la guérison, c'est la relation et l'environnement dans lequel le patient et le soignant
vont prendre en charge la maladie. On ne va pas voir un médecin en qui on n'a pas confiance. Parce que l'effet contextuel sera mauvais, même s'il est très bon. Donc on fait attention, c'est très important. Et ce qui est très intéressant, je soulignerais, c'est que l'effet contextuel, il dépend en grande partie de nous. De nous et de notre rapport avec le médecin. Si j'ai confiance dans mon médecin, j'ai confiance dans la vie, eh ben, j'ai toutes les chances de pouvoir avoir un effet contextuel Positif. important. Et dans certaines pathologies, et on a vu les limites et les progrès de la médecine moderne, c'est de pouvoir utiliser cet effet contextuel. Sa grande chance et ce qui a fait son efficacité, c'est qu'elle a eu des stratégies en s'appuyant sur la recherche pour utiliser des médicaments et des techniques chirurgicales, etc., très efficaces, mais on a délaissé le côté contextuel. Alors, il faut dire que c'est historique, c'est une question d'efficacité. Vous comprenez tous que Big Pharma ne fait pas de pognon sur l'effet contextuel, donc ça n'aide pas. Mais aussi, il faut le reconnaître, scientifiquement, c'est très difficile d'étudier l'effet contextuel. En fait, c'est pas que ça soit très difficile, c'est surtout que le médicament, c'est très facile. Contrairement à ce qu'on peut penser, très facile. Vous remarquerez que les tests de validation des médicaments, de leur effet propre, uniquement, pas de la décision balance bénéfice-risque, ce sont les entreprises pharmaceutiques qui les font. Et nous, ça ne nous gêne pas. C'est plutôt elles qui sont mal à l'aise, parce que si elles font une petite erreur, comme je vous l'ai dit, on fait la rigueur, on critique, etc. Et elles vont être soumises aux critiques des gens qui vont analyser leur travail. Il vaut mieux être celui qui critique que celui qui a fait l'étude. Ok. Eh bien, on a tellement encore de choses à dire. Eh bien, mes chers amis, moi, je n'ai qu'une envie, c'est de vous retrouver pour continuer cette discussion autour de toutes ces données, de tout ce qui se cherche, ce qui se trouve, ce qui se décide derrière notre prise en charge par notre médecin ou par notre soignant. Et pour cela, je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous notre prochaine émission, Yaorana. La santé. C'est Martha Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana.